Vendredi 2 septembre de l'année 2016, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de LCF dans l'émission Talk Talk, en direct également sur City FM 89.9 MHz partout dans la région maritime et aussi dans la région de Plateau. Merci à tous qui nous suivent dans la diaspora à travers le monde entier sur le lien www.lcftogo.com. Ce matin, nous avons des invités, des confrères pour décrypter l'actualité de ces dernières heures chez nous ici au Togo, mais on ira aussi au Gabon. Credo AGTT, il est le patron du journal Le Médium. Bonjour Credo. Bonjour Junior. Credo sera rejoint d'un moment à l'autre par Sylvain Vijirakou du site d'information afriquereport.com. Dans la deuxième partie, nous aurons comme invité le professeur Michel Goué-Akoué. Il est historien, il est aussi analyste politique. Avec lui, nous parlerons bien sûr de ce qui s'est passé hier à Glidji et aussi de l'actualité au Gabon. Mesdames, messieurs, avant toute chose, voici la une des journaux. Nous démarrons par la une du site d'information afriquereport.com de Sylvain Vijirakou. Donc le site afriquereport.com, www.afriquereport.com, vous trouvez la une de ce site. Togo, la CDPA reçoit du soutien à l'international Gabon, une haute démocratie bafouée. Une pierre sacrée blanche sale et des contestataires dissipés. Togo, Alberto Olympio jugé par contumace. Claude Lovissa, une blanche couronnée reine en Afrique. Dans les kiosques ce matin, Rara Kiri de Olivier Adja, politique. Le président du parti Leni dénonce une tentative d'assassinat sur l'un de ses militants dans le Vaud. Plagiat en politique, le car-D de Maître Apébon en chantier, une pâle copie du car originel. Les enjeux du sommet de la sécurité maritime de Lomé expliqués aux populations de l'intérieur du pays. Élection au Gabon de Jean-Ping à Jean-Pierre Fabre. La malédiction des opposants nommés Jean se confirme. La symphonie dans les kiosques, le titre. Dernière journée éliminatoire CAN Gabon 2017, Togo-Djibouti ce dimanche. Les émerveillés, c'est encore possible. Avec Kader Bouraïma, le navire Togo avec les mains du capitaine Fort Nyassingbe sur le gouvernail sert doucement mais sûrement sur les paisibles vagues de la bonne gouvernance. C'est donc l'invité spécial du journal La Symphonie. Dans les caisses ce matin également, nous avons le quotidien privé La Liberté. Liberté donc qui titre Victoire togolaise d'Ali Bongo, soulagement collatéral dans les palais des fils à papa à Kinshasa et à Lomé. Le silence des chefs d'État africains sur les élections et les heures au Gabon. 36e édition de la pierre sacrée en pays gain, une fête de cérémonie de pierre blanche, la honte. Dans les caisses également ce matin, l'alternative de Ferdinand Messaïté, règlement d'une opération d'achat de terrain à Gouin, un montant de 846 millions de francs assignés pour l'acquisition de terrain s'évapore dans les couloirs de la justice. Pollution mortelle, problème de santé publique, les populations de Berpamé et les commerçants du TP3 dans l'enfer du Tseklenker, du Simfaso, de Kanazoé. Élection présidentielle, les Gabonais ébranlent la dynastie Bongo. Le peuple est très clair. L'ingouvernabilité de toutes les 9 régions du Gabon jusqu'au comptage des voix, bureau par bureau de vote. Toujours dans les kiosques, nous avons Togo Matin qui titre Sommet sur la sécurité maritime à l'aube d'un nouveau Togo Justice. 5 ans de prison requis contre la Alberto Olympio. International Brésil, Dilma Rousseff destitué, les problèmes demeurent. Chronique de la semaine, titre polémique autour de la problématique des réformes au Togo. Christophe Tchao, sans consensus, on ne veut pas voter le test. Jean-Pierre Fabre, pourquoi faut-il encore rechercher le consensus d'un consensus? 6e conférence de Tokyo sur le développement en Afrique, le Japon propose une enveloppe de 30 milliards de dollars pour des investissements de 2016 à 2018. Changement, le président du parti togolais dans l'œil du cyclone, vers une condamnation par contumace d'Alberto Olympio. Gabon, la France-Afrique a encore joué Ali Bongo, réélu à la surprise générale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la une des journaux de ce vendredi 2 septembre 2016. On va suivre le jingle et derrière le jingle, la première partie de l'émission. Retour en studio avec nos invités, Sylvain Vijirakou de afriquereport.com est là. Bonjour Sylvain. Bonjour
Junior, bonjour à Credo et bonjour à tous les téléspectateurs. Il faut présenter des excuses à ceux qui nous suivent pour ton retard quand même. Excusez. Alors donc on va parler du premier sujet, c'est la prise de la pierre sacrée dans un cafouillage total hier à Glidji. Les journées de mercredi et d'hier jeudi ont été très mouvementées à Néro et précisément à Glidji où l'on a procédé à la prise de la pierre sacrée. Ce qui devrait être une fête s'est très vite transformé en cauchemar pour la population de la localité. Tir de gaz lacrymogène, jet de pierre, course-poursuite, bref, ça chauffé hier à Bachobé. Creuse de tété. Non, il faut le dire, ça a chauffé, mais c'est une honte pour les natifs de ce milieu parce qu'on a toujours l'habitude de voir célébrer des fêtes traditionnelles, mais il y a une fréquence, il y a une recrudescence du mal à Ného, chez les gays, et il faut dire qu'au-delà de cette honte, c'est toute l'image du peuple gay qui est dans la boue aujourd'hui. Donc la responsabilité est à tous les niveaux, parce qu'à un certain moment, la politique s'est invitée dans cette fête traditionnelle. Cette fête jadis faisait la fierté non seulement du peuple gay mais du Togo, parce que il y avait même des touristes étrangers qui revenaient spécialement pour vivre la sacralité de cette fête. Aujourd'hui que tout est mis à l'eau, donc on se demande qu'est-ce que le peuple gay a encore à vendre. C'est ça. Puisque le peuple gay ne se limite pas seulement au Togo, le peuple gay, il y en a au Bénin, au Ghana aussi. Oui. Le gain de la diaspora viennent souvent. Et avec ce spectacle qu'on a vu surtout hier, où on a vu des forces de l'ordre tirer, des gars qui courir, et les gens ont encadré certains pour aller prendre la pierre. Et en plus, il y a eu 2 pierres qui ont été prises quand même dans la même journée. Oui, dans la même journée, une dans la matinée et une en début d'après-midi. Donc on se demande, est-ce qu'il y avait un tonneau de pierre dans la forêt sacrée? Donc chacun avait la possibilité d'y aller et puis de prendre une pierre et puis de faire l'interprétation. Donc cela repose le problème même de la véracité de ce qu'on nous donne comme message de ces pierres-là. Parce qu'aujourd'hui, avec ce triste spectacle, on peut douter de tout concernant la prise de la pierre sacrée. C'est vrai, il y a la sacralité même, il y a les, disons, de tout ce qui se fait dans les couvents, mais si on parlerait moins de façon rigoureuse si ce n'était pas les prêtres vaudous même, les premiers acteurs qui étaient en conflit. Aujourd'hui, on a vu que même ceux qui devaient encadrer ou bien protéger disons la solennité de cette fête, ce sont ces personnes-là qui abusivement, pour des intérêts inavoués, sont en train de jeter tout à l'eau. Donc c'est triste. Au-delà de la honte, c'est l'image du Togo qui est ainsi dans la boue. Une fête, 2 cérémonies, 2 pierres prises avec la même couleur et 2 messages différents. Pathétique quand même, Sylvain Villaron. C'est bien plus que pathétique. Credo parlait d'une honte du peuple gay. Moi, je pense tout simplement qu'il s'agit d'une honte pour tout le peuple togolais. Parce que ce qui s'est passé hier a désacralisé tout simplement les fêtes traditionnelles. En ce qui concerne leur véracité, je pense que le problème ne se pose plus. Hein. On savait déjà que ce n'était plus vrai. Depuis l'année dernière, on a pris une pierre qui a été coloriée en bleu turquoise, qui nous a prouvé à nous tous que cette pierre-là qu'on prend dans cette eau, cette fameuse pierre ne dit pas la vérité, ou du moins c'est la pierre qui est sortie, en tout cas, n'a pas vraiment été livrée à la population. Donc, pour cette année, ça n'a fait que désacraliser la cérémonie même. Vous voyez, ce que nous en savons dans ce pays, c'est que quand on prend par exemple Aïzan activé, c'est Togbe Godjopa Safolicet, c'est lui qui dirige ça. Quand on prend aussi Agbogozan par exemple, c'est Togbe Agokoli. Alors normalement à Ného, nous connaissons les chefs, les Togbe qui dirigent ça. C'est Folie Bébé. Oui, c'est Folie Bébé, donc entouré de Nana et de Los, sont eux qui dirigent tout là-bas. Maintenant, comment cela se fait-il que quelqu'un qui est qu'un individu désigné entre-temps par ce chef et qui prenait lui aussi cette pierre au nom de ce chef-là qui parraine en réalité la fête-là, comment cela se fait-il que cet individu-là se démarque parce qu'il a été relevé de ses fonctions à un moment donné, il se démarque et il organise à sa manière, à lui tout seul, cette fête dans son angle, avec d'ailleurs malheureusement les officines de l'État, les entreprises de l'État qui le soutiennent. Oui, j'ai vu la carte d'invitation, envoyée aux médias, envoyée aux personnalités de ce pays. C'est Togocel, on a vu Togocel dedans et derrière, c'est Togocel qui parraine en fait sa prise de pierre sacrée. Alors je ne comprends pas pourquoi dans un seul pays on puisse faire tout ce genre de choses. Les chefs sont là, ils ont pris leur pierre le matin.
Nimantier prend sa pierre. Ouais, les images qui sont passées hier, donc... oui, c'est malheureux. On a eu des blessés, Normalement, une fête traditionnelle est censée rassembler un pays ou rassembler un milieu autour d'un intérêt commun, appelé la tradition. Mais dès lors que la tradition a été politisée, d'ailleurs depuis avec Yadema, c'est avec Yadema que la politisation des traditions a commencé. Ce n'est pas à faire tort à quelqu'un ou encore ramener l'histoire ancienne, mais c'est que nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Les fêtes traditionnelles ont été politisées, ça c'est un fait. Aujourd'hui, nous assistons tout simplement à une désacralisation totale de ce qui se passe. Vous voyez déjà, ça nous amène aussi à parler du choix porté sur les personnes des chefs aussi dans les localités. On voit dans beaucoup de localités aujourd'hui, les chefs ne sont plus légitimes. La manière dont on choisit par exemple les chefs dans le sud, dans certaines localités du sud aujourd'hui, c'est une élection. Dans d'autres localités du sud, c'est on prend un individu de quelque part, un citoyen lambda de quelque part, il vient, il dit, il est de telle famille et il devient chef. Mais c'est des choses comme ça qui se passent. Moi, par exemple, Sylvain, là où je suis, je pourrais, vu ce que Nimantier a fait, je pourrais monter aller à Neho et choisir ma pierre, et prendre ma pierre. Parce que ce n'est qu'un individu lambda. C'est vrai que c'est un prêtre vaudou, ce que moi je ne suis pas, mais ça ne veut pas dire qu'il en avait le droit, parce que celui qui est dûment et traditionnellement désigné pour choisir celui qui doit prendre la pierre, c'est Gaviogan Fouli Bébé. C'est ce qu'on appelle le coup primaire, il ne sert à rien de revenir en arrière là-dessus. Quel doute était, vous êtes de là, vous êtes à votre rapport, alors dites-nous, comment se fait-il que les autorités administratives de l'AC ont pris position pour un des camps, ils ont pris position pour le camp Nimantier qui a été relevé de ses fonctions de grand prêtre. Il n'est plus grand prêtre. Les collectivités ont choisi un autre qui a pris la terre de la matinée, mais Nimantier se rebelle, le transport, je ne sais pas comment le qualifier, et il fait sa fête et les gens le cautionnent. C'est quoi? Comment on peut l'expliquer? Non, je crois que le comportement de Nimantier, c'est comme l'image du diable dans le bénitier. Et malheureusement, ce diable-là a même le soutien des autorités administratives du pays. Donc c'est là où je rejoins mon confrère Sylvain qui parlait du fait qu'on a désacralisé l'événement même. Mais c'est une situation qu'on ne peut pas comprendre. Une situation qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on a comme l'impression que pour cette fête-là, la personne de Nimantier, si Nimantier n'est pas content, donc cela voudrait dire que la fête n'aura pas bel et bien lieu. Et là, la grande interrogation, comme tu l'as posé, pourquoi, en fait de quoi les autorités qu'on cite, même depuis une semaine, cautionnent, disons, cette insoumission à l'autorité traditionnelle de M. Nimantier. Donc c'est dire que au-delà de la politisation de cette affaire, c'est une dimension qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui est triste pour la réalité que nous vivons au Togo. Nimantier n'est pas un supra-homme. Et Nimantier n'est pas supérieur à certains prêtres vaudous. Mais il compte sur quoi pour faire ce genre de choses? Voilà, je vois la protection. Sûrement pour la protection. Il est protégé, il y a les gens qui le soutiennent, les mêmes noirs qui le soutiennent. Non, mais pas seulement des mains noires. Et avec ce qui s'est passé mercredi et hier, donc on sait ceux qui protègent Nimantier. Oui. Et ça c'est triste même pour la députée Madame Amedjogbe Kovi qui dit que elle ne comprend pas pourquoi on sanctionne Nimantier, mais c'est pas elle qui sanctionne, c'est les chefs qui ont sanctionné Nimantier. En principe, elle devait se soumettre aussi aux décisions des chefs. Non, je voudrais poser la question. Quel est le rôle que joue la députée Madame Amedjogbe? Elle est présidente du comité d'organisation de Nimantier. Président du comité d'organisation de Nimantier. Donc c'est qu'il faut se poser des questions aussi, parce qu'elle a également une part de responsabilité. Est-ce que la prise de la pierre est un événement, est une œuvre exclusivement de l'esprit de Nimantier? Non. Donc c'est là où la dame aussi n'a pas joué pleinement son rôle. Donc il va falloir la questionner et puis lui remonter également les collectivités de Makolé ont désavoué Nimantier, ont nommé un autre prêtre vaudou, mais les autorités administratives, les cadres de la préfecture sont tous derrière Nimantier. Alors ça veut dire que ça cache des intérêts. Non, des intérêts qui se cachent derrière. Des intérêts politiques, mais le problème c'est que nous n'arrivons pas jusque-là à déterminer très exactement les intérêts politiques du moment où, si par exemple les autorités politiques ou administratives choisissaient Folie Bébé, ils ont l'accord du peuple. Si c'est Nimantier, alors là c'est plus grave. C'est pourquoi je ne sais pas encore, je n'arrive pas à désigner exactement l'intérêt politique dont il s'agit. Non, mais il y a aussi l'intérêt financier, parce que l'intérêt financier, oui. Nimantier dans la forêt chaque année reçoit les gens pour des prestations, et ça rapporte beaucoup de millions, et ça rapporte des intérêts personnels, beaucoup d'argent. Et après, à sacrifier toute la fête. En plus, ils sont aussi soutenus par la diaspora d'Anéhor.
il faut pas. Il paraît que l'UNESCO finance cette fête. Il paraît que l'UNESCO, il y a beaucoup d'argent. Oui, puisque l'UNESCO a pris en compte la célébration de la prise de la pièce sacrée comme patrimoine culturel. Donc depuis que l'UNESCO a désigné cela, a reconnu cette cérémonie comme patrimoine culturel, ça a commencé à poser des problèmes en Iran. Et donc évidemment, il y a des intérêts financiers. Oui, là c'est sûr. Maintenant pour les intérêts politiques, je ne sais pas, parce qu'il faut quand même des milliards dans cette fête pour que tant d'hommes politiques s'intéressent à la chose et tant d'hommes politiques essaient de dénaturer la chose. Parce que si ce ne sont que pour des millions, alors ils en volent plein ailleurs. Pourquoi s'intéresser encore à de petits millions? Mais j'ai l'impression que cette fête mobilise plus de milliards qu'on ne le pense pour que quelqu'un comme Madame Amedjabé, ancienne ministre et députée aujourd'hui, normalement une dame qui est exemplaire, qui est censée vraiment monter la voie, se mettent à faire ces gens, c'est des calamités. Donc moi je ne comprends pas. Moi je pensais, sincèrement, quand nous avions eu l'invitation, hier matin quand le clan, enfin Folie Bébé et ceux qui sont plus ou moins légitimes ont pris leur pied, moi je me disais que peut-être le chef de l'État va lui-même appeler peut-être Nimanti ou appeler à Medjobé pour leur demander de sursoir à ça, d'arrêter ça. Mais le parce qu'en réalité, du chef de l'État, il ne savait pas que le de la culture, oui, tout le monde se tait. Mais il y a un problème là. Que nous dites-nous, c'est quoi le problème en fait là? Non, mais moi aussi je ne ferai que des analyses parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais comme tu l'as dit, il y a un problème dont les gens n'ont pas le courage de parler. Donc on prend l'idée de la fête traditionnelle seulement pour faire du saupoudrage. Et avec cette tristesse-là, il faut dire que si on a fait plus de 300 éditions, plus de 354 éditions, donc il faut dire que c'est les 2 dernières éditions qui ont posé le... Non, depuis 5 ans, pratiquement, il y a chaque des années... C'est depuis l'UNESCO. Donc c'est dire que, en fait, les problèmes sont entre les prêtres traditionnels même, qui n'arrivent pas à se surpasser pour régler leurs problèmes internes, et c'est ça qui les amène à la place publique. Mais là... Le problème est né depuis qu'on a excommunié Nimanchi, depuis que les chefs traditionnels de la région, de la population dit bon, Nimanchi, tu n'es plus grand prêtre, et depuis lors, le monsieur refuse de céder à la décision, et il joue à la résistance, malgré l'intervention du ministre de l'Intérieur et tout, il est là, et il est soutenu par les gens. Aujourd'hui, on a vu les mains invisibles devenir visibles. Oui, c'est ce que nous déplorons, c'est ce que nous déplorons. Donc pour ramener la quiétude dans cette célébration, je crois qu'il faut questionner sérieusement ces mains tantôt invisibles hier qui sont visibles et puis qu'on connaît et qu'on cite sur ce plateau. Donc il va falloir les questionner pour qu'ils prennent également leurs responsabilités. Mais Nimanche n'est pas le seul qui puisse prendre la pierre. Nous avons vu la preuve et autres là, donc il n'est pas le seul prêtre traditionnel. C'est vrai qu'il y a des considérations économiques, financières qui sont derrière. Le confrère vient de parler du fait que la célébration de cette fête même est reconnue par l'UNESCO, donc cela engendre, disons, beaucoup de flux financiers. Donc là, il y a des gens qui veulent maintenant s'approprier la paternité même de cette fête. Donc c'est comme si moi je ne suis pas dedans, donc la fête n'est pas légale. Donc on ne devait pas arriver et autres là. Mais revenons sur ce qui s'est passé. Le fait même que des forces de l'ordre aient protégé Nimanche hier. Celui qui a été sanctionné pour que personne prenne la pierre, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, ça veut dire qu'il y a un problème parce que avant que les forces de l'ordre ne puissent et ils ont tiré les gaz dans les maisons, oui, pour disperser les gens. Nous avons même vu les images et autres là. Au-delà de la tristesse là, au-delà de la tristesse et de la honte qu'on met sur les natifs des lacs aujourd'hui, donc il faut dire que la politique s'est, disons, malencontreusement, bien malheureusement invitée dans la célébration de cette fête. Et aujourd'hui, cette fête est dévalorisée parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand la quiétude va revenir. Avec tous les dégâts qui est causé par le sieur Nimanche, donc ça sera difficile de recoudre les choses. Direction Gabon. Gabon avec la présidentielle, avec des résultats sur fond de vive contestation. Les villes de Libreville, Port-Gentil, Oyem, Mouria, Lamberéné et autres sont en ébullition depuis mercredi soir au Gabon. Et pour cause, la victoire annoncée du président sortant Ali Bongo à l'issue de la présidentielle du 27 août dernier. Celui-ci est crédité d'environ 49,8% contre 48,2% pour son principal challenger Jean Ping. Résultat que contestent les partisans de l'opposition regroupés autour de Jean Ping. Comment appréciez-vous dans la situation qui prévaut depuis mercredi au Gabon, Sylvain Vigerakou? Moi je suis outré par tout ce qui se passe en Afrique en matière électorale. Que ce soit au Togo ici, ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer, au Gabon, en Côte d'Ivoire,
je suis outré par tout ça. Je n'arrive même pas à comprendre comment est-ce qu'Ali Bongo, lui, n'a pas pu profiter des exemples du Ghana et du Bénin ou encore du Sénégal, des pays qui sont pourtant ces pays amis. Il aurait pu profiter de ces exemples-là pour organiser mieux ces élections. Je déplore aussi le fait que le peuple gabonais n'ait pas eu une alternative, parce que, quoi qu'on dise, que ce soit Ali Bongo ou Jean Ping, aucun des deux n'est le moindre mal. Ils sont tous de très dangereux mots pour la population gabonaise. Donc, le fait que la population n'ait pas eu une alternative, parce que les deux ont mobilisé à peu près 97% de l'électorat. Ça veut dire qu'il ne restait qu'une marge de manœuvre pour le peuple de 2, et quelques. Et nous savons aussi aujourd'hui, avec les éléments que nous avons à notre disposition, que l'élection de Ali Bongo, je veux dire, est mal élue. Parce que quand déjà il dit que dans sa région, ils ont eu une participation électorale de 99,3%. 99,9%. 99,9%, ça veut dire qu'il ne restait que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Parce que entre-temps, il faut au moins qu'il y ait eu quelques déplacements. Il y a le flux migratoire. Il y a les gens qui tombent malades. Oui, il y a plein de choses. Ils en voyage. Alors que pour tout le pays, ça fait une centaine de pourcents. Mais chez lui, c'est c'est curieux parce que normalement, si chez lui déjà c'était, si c'était exactement les 100% environ, comme il a dit, normalement le pays devrait avoir au minimum 60 à 65% de participation électorale. Ça veut dire déjà que statistiquement c'est faux cette histoire. Et puis il faut voir même dans quelles conditions les résultats ont été proclamés, dans quelles conditions l'élection s'est déroulée. Non mais aujourd'hui nous savons qu'Ali Bongo a tripatué les choses là-bas pour se maintenir au pouvoir. Et le plus scandaleux encore dans l'histoire, c'est qu'on a vu la main de plusieurs puissances qui ont intervenu. L'Union africaine a fait son intervention derrière Ping. L'Union européenne plutôt. L'Union africaine. Mais il y a quand même des gens dans l'Union africaine. Personne n'a parlé jusqu'à présent. Oui, ils n'ont pas parlé. Mais ça veut pas dire qu'ils ne soutiennent pas Ping. La preuve, la preuve, la femme même de Nguesso, qui est la sœur de Ali Bongo, a déclaré que Ping a gagné. Et a demandé à ce que sa position à elle, hein. Non, mais cette position-là, attends, nous savons très bien comment ça se passe dans les couples. Hein. Si madame parle comme ça et son mari qui est chef d'État, parce que lorsque la première dame d'un pays parle, s'exprime aussi ouvertement, officiellement, alors que son mari est chef d'État et quelque part ne dit rien, ça en dit long quand même sur la position de son chef. Et il faut voir la manière dont on a limogé Monsieur Diané de la Côte d'Ivoire, le conseil de... Ouais, mais il a joué un mauvais rôle. Non, à part le fait qu'on l'ait mis sur écoute, si on ne l'avait pas mis sur écoute, nous ne serions rien aujourd'hui. Le fait même de mettre sur écoute un candidat aux élections présidentielles, ou un conseil du chef de l'État, cette pratique-là, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces gens-là, par exemple, ont été mis sur écoute. On a fait ça parce qu'à un moment donné, on voulait chercher des arguments, on voulait chercher un moyen pour faire tomber Ping. Je suis d'accord que Ping n'est pas un bon choix pour le peuple gabonais. Je suis d'accord qu'Ali Bongo non plus ne l'est. Mais le problème c'est qu'il n'y avait personne. Aujourd'hui nous savons que Bongo n'a pas gagné. Et donc ce que, comme nous l'avons dit dans notre éditorial sur notre conclusion, c'est que la démocratie a été justement bafouée dans ce pays. Aujourd'hui c'est ça le fait, de la démocratie a été bafouée parce que nous voyons aujourd'hui on tire sur la population, il y a eu déjà beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Ça ce n'est pas une démocratie. Dans une démocratie, l'élection est transparente et équitable. Les règles sont respectées, les lois sont respectées. Mais aujourd'hui nous savons que Bongo n'a respecté aucune loi. Et malheureusement, les puissances qui sont derrière, c'est une élection, en fait, nous savons depuis toujours que le Gabon est une puissance pétrolière qui est dirigée par la France. Mais les puissances étrangères ont réagi. On a vu même François Hollande qui s'est exprimé hier. Nous savons ce qui se passe. Non, mais attends. Ici, le parti socialiste. C'est rarement que ces puissances-là réagissent pour une élection en Afrique comme ça. François Hollande a fait sortir un communiqué. C'est parce que c'est le Gabon. Et des députés français, le ministre français des Affaires étrangères a parlé hier. C'est parce que c'est le Gabon. Si le Gabon devient une poudrière, la France va en avoir mal. Bureau de vote par bureau, ça c'est, ils ont osé. Mais l'Union africaine, sais-tu, la CEMAC, la CAEC, tous ces chefs d'État sont silence radio. Mais c'est scandaleux. Non, ça se passe en Afrique et c'est les Blancs qui interviennent. Les Africains se tiennent, on dirait que les gens se soutiennent dans le mal. Non seulement on peut penser à ça, mais c'est dire que l'Afrique n'a pas encore eu sa maturité, l'Afrique n'a pas encore pris ses responsabilités. Je n'irai pas jusqu'en termes d'indépendance. Le professeur Goa nous dira s'il faut parler de responsabilité ou bien d'indépendance. Mais ce qui s'est passé au Gabon la dernière fois, c'est une tristesse. Non seulement Ali Bongo avait un déficit électoral en 2009. Donc le fait que ça soit mal passé aujourd'hui... Oui, mais quand c'est la même chose aujourd'hui, donc c'est dire que en fait la personne même d'Ali Bongo est un problème.
parce qu'il n'arrive pas à ratisser large, et le fait que tout ce qui a, disons, décoré même le processus ne va pas à son avantage. Donc on peut critiquer Ali Bongo parce que là où il est, même s'il est dans sa chambre aujourd'hui, donc lui-même il ne sera pas fier de cette réélection. Il est fier, il dit c'est la victoire du Gabonais. Non, il peut publier des choses. Il est même Twitter de cette déclaration joyeuse. Junior, ça c'est la partie qu'on voit. Je dis, s'il est dans sa chambre, s'il a une conscience, lui-même, il se dira qu'il n'est pas fier de la manière... Il aura honte de sa victoire. Il aura honte de cette victoire parce que la manière de cette réélection ne l'avantage pas et lui-même, il le sait. Vu le tollé, moi, hier, je suivais le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, en donnant des leçons qui disaient des choses aussi qu'il faut aller par la publication bureau de vote, pas bureau de vote. C'est qu'ils ont eu des retours, c'est qu'ils ont des informations et autres là. Mais là, je dis, il y a un journal, Arakiri, qui disait tout de suite que, en fait, sous forme ironique, que les gens qui font la politique sont des problèmes ou ont des problèmes avec les élections et autres là. Il nous en souvient que lorsque on peut critiquer Ali Bongo et autres là, mais Jean-Pierre aussi n'est pas clair. Mais il n'est pas clair, mais le peuple a voté pour lui. Oui, et les résultats... Non, c'est ce qu'on dit, et autres là. Mais tout le monde, nous avons l'appréhension, nous avons les idées, nous avons les images comme quoi l'élection a été volée autre là. Mais toi et moi, on ne peut pas prouver carte sur table aujourd'hui que c'est réellement Jean-Pierre voilà pourquoi, qui a volé autre là. Quand on publie les résultats, bureau de vote, pas bureau de vote. Bureau de vote. Dans sa région, on va vérifier si bureau de vote, pas bureau de vote. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le camp du pouvoir refuse que c'est pas prévu par la loi. Non, le camp du pouvoir... Et Jean-Marc Ayrault a dit yes, qui ça dérange? Oui. Et ça dérange en fait. Donc là, je repose le problème autrement. Au moment où Jean-Pierre était à la tête de l'Union africaine, avec ce qui s'est passé, en Côte d'Ivoire, quand Gbagbo réclamait le décomptage, le recomptage des voix, quelle a été la position de Jean-Pierre? Qu'est-ce qu'il a dit? Il était muet. Jean-Pierre était muet. Vous voulez qu'il dise quoi? Non. Est-ce que le Dlamini Zouma dit quelque chose pour le Gabon? Non, mais qu'est-ce qu'il veut que l'Union africaine fasse aujourd'hui? Donc Jean-Pierre était vraiment complice de la situation malheureuse que vit aujourd'hui Monsieur Gbagbo, Laurent Gbagbo. Donc c'est dire en bref que tout se perd ici-bas. Rappelez-vous d'Alpha Omar Konaré qui en 2005 a pris position dans la situation togolaise mais qui a été désavoué par Olusegun Obasanjo. Vous vous rappelez? Oui. Alpha Omar Konaré, en tant que président de la Commission Union africaine, avait nommé l'ancien président, je me souviens son nom là, d'Afrique centrale, pour assurer la médiation dans la crise togolaise. Obasanjo l'a désavoué, dit mais ça dit c'est pas son rôle ça. Il a désavoué ici à Lomé, on se rappelle, oui, le 2 février. Oui, Obasanjo, c'est un autre cas. Donc, je crois que nous aurons l'opportunité de revenir sur ce cas Obasanjo. Mais disons, ce que je voudrais dire, en allant un peu dans le passé, en ressortant ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, donc c'est dire que tout se paie ici-bas. Tu fais le bien, tu auras le bien. Donc, aujourd'hui, Jean-Pierre, dans son fort intérieur, saura que il avait posé des actes qui aujourd'hui le rattrapent. Et le fait même, là, c'est là où je ne partage pas totalement l'avis de la position de mon confrère pour dire que pourquoi est-ce qu'on a mis les conseillers ou bien on met l'entourage du chef de l'État sur écoute et autres là, parce que la sécurité intérieure de l'État aussi, ça passe par là. Heureusement qu'on a intercepté cet appel téléphonique, mais quel intérêt il a à aller raconter des choses dans l'élection au Gabon s'il n'y a pas des réseaux extérieurs qui sont en train... Il n'a fait que conseil, Jean-Pierre. Non, la tranche que nous avons eue, mais on ne peut pas parler en termes de conseil et autres là. Il sait qu'il a... Jusqu'à preuve du contraire. Oui, non, jusqu'à preuve du contraire, on peut parler de conseil et autres là. Mais nous aussi, nous avons lu ce qu'a été la conversation téléphonique. Mais on ne peut pas tabler que c'est juste un conseil. Parce qu'il avait déjà un habit politique. Et l'habit politique, c'est ivoirien et autres là. Donc ce qu'il a fait là, ça peut être une crise diplomatique. Ça peut être une crise diplomatique. Il a été limogé parce que Alassane Ouattara n'était même pas au courant. Non seulement n'était pas au courant, mais vu la gravité de l'acte posé par son conseiller, c'est la solution immédiate. Même s'il était au courant, il aurait limogé. Non, pour garder les relations diplomatiques. Moi, je ne pense pas que le chef de l'État Ouattara n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Les chefs d'État sont au courant de tout. Ils n'étaient pas au courant. Ils sont au courant de tout ce qui se passe dans leur pays. Des fois, ils sont au courant de tout. Ils sont au courant de beaucoup de choses.
mais également, ils ne sont au courant de rien. Ils sont les magouilles de leurs collaborateurs, on ne peut pas leur imputer cela. Voilà. Nous allons marquer la pause. Derrière la pause, notre invité de ce matin, professeur Michel Goué-Akoué. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité de ce matin. Nous avons le professeur Michel Goué-Akoué, il est sourire, il est aussi analyste politique. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes d'origine de Lac. Bien sûr. Vous étiez à la prise de la pierre sacrée hier à midi. Je n'y étais pas, mais je suis le président de la commission mise en place par les autorités coutumières pour redresser la situation, et nous avions d'ailleurs rédigé une constitution des coutumes en pays gay. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché hier chez vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois que dans notre constitution, il est dit que les chefs, les rois, sont garants donc, des us et coutumes. Donc s'il y a une décision à prendre par rapport à l'évolution des us et coutumes, c'est à eux. Ils ont pris une décision que l'autorité politique n'a pas acceptée, et l'autorité politique a fait une intrusion parce que après qu'ils aient pris la pierre sacrée, selon donc leur disposition de faire tout sobrement pour calmer donc tout le pays gay, eh bien la personne qui s'oppose à tous est venue accompagner donc des forces de sécurité pour faire ce qu'il veut faire, alors que selon la coutume, ces pratiques ont souillé la forêt sacrée et il est interdit de séjour là-bas. Malheureusement, voilà, ça nous montre clairement que les autorités politiques ont un parti pris. Vous savez, ça a été animé également un peu par le président de la délégation spéciale donc d'Anéro. Je me souviens qu'il a convoqué un certain nombre donc, de personnes, dont moi, donc, pour dire, voilà les cadres des lacs, je vous convoque. Et un cinéma, ils ont mis en place une commission particulière qu'on fait présider par Henriette, l'ancien ministre. C'est l'autorité au niveau du gouvernement. Elle est députée actuellement. Mais elle n'a pas autorité en tant que représentant des coutumes. Parce que je me demande bien qu'est-ce qu'elle connaît donc des coutumes gays. Et vous savez, en pays gay, nous avons les 41 divinités qui gèrent donc toute la communauté. Et ce sont les chefs des communautés, des clans, qui sont responsables donc de ces vaudous. Et les Hunos dépendent d'eux. Donc les Hunos ne peuvent pas passer outre leur chef de communauté. Or, ce qui s'est passé, pour régler définitivement le problème, les rois et chefs ont convoqué tous les responsables donc, des différentes communautés, des différents clans gains, pour une fois de bon mettre fin donc, à ces situations malencontreuses, qui évidemment a été créée par une erreur de Genfioga. Genfioga en 2004, quand le Huno donc de Atasakuma, qui gère donc la forêt, est décédé, donc malencontreusement il a pris un acte en disant bon Nimanche comme on l'appelle, vous savez, Ayayi Aminou. Oui, Ayayi Aminou, donc est grand prêtre donc de ces lieux, ce qui n'était pas normal, conforme à nos us et coutumes. Et quand il s'est rendu compte de son erreur en 2008, il a pris un acte pour dire non, je mets fin donc à cette nomination et que les choses reviennent. Parce qu'entre-temps, à Tassakumo, donc le clan a mis en place un nouveau prêtre qui doit en principe prendre la gérance donc des choses. Vous savez, tout ça, ce n'est pas des choses fortuites, c'est des étiquettes qui ont été mises en place pendant plusieurs années et chaque clan a son rôle à jouer. Ni Manche, alias Ayayi, il est plutôt donc Huno. De quoi? Huno donc du sanctuaire de Mama Kole. Et le sanctuaire de Mama Kole qui se trouve d'ailleurs à Likoji est un sanctuaire secondaire. Le vrai sanctuaire donc principal donc de Mama Kole se trouve à Degbenou. Donc si il doit avoir des prérogatives, c'est celui-là.
ce n'est pas celui qui est là-bas qui est un prêtre secondaire en principe. Mais malheureusement, politiquement, les choses on a trituré, et je crois qu'il est temps maintenant qu'on laisse les coutumes et que ces coutumes soient gérées par les responsables des communautés et qu'il y ait moins d'intrusion politique. C'est vrai que c'est devenu une fête nationale. Selon vous, il y a ces intrusions? Eh bien, vous savez, la manipulation est de droit dans tous nos pays, où chacun cherchant donc à avoir celui-ci derrière, et forcément, et quand je vous dis qu'il y a manipulation, et c'est par des autorités, parce que il est clair que la fête de PIP est devenue une fête nationale. Mais avant tout, c'est une fête communautaire. Si le président de la délégation spéciale doit intervenir, d'abord, il faudrait qu'il soit un élu émanant de la population. Mais ce n'est pas le cas. Il est nommé. Eh bien, il est nommé et depuis des années. Or, être président d'une délégation spéciale, ça ne doit pas dépasser 6 mois. Mais là, ils ont plus de 10 ans donc, de mission. Ce qui veut dire qu'il n'a pas autorité à convoquer les chefs et d'y mettre un comité d'organisation. Mais il y a aussi le fait que la fête communautaire doit être financée par les membres de la communauté. Mais il se trouve qu'en faisant appel aux autorités politiques, il y a un groupe qui va chercher de l'argent, qui ne rend jamais compte, parce que quand on finit la fête, on ne rend pas compte. Et tout cela constitue donc des soubassements, des conflits d'intérêts qui sont là et qui aujourd'hui sont au grand jour et minent donc la situation de la vie sociale et culturelle du pays gain. Bon, maintenant que vous avez 2 pierres finalement dans ce pays gain-là, qu'allez-vous faire? On a 2 pierres. Celui qui a pris la 2e pierre, qui n'est pas représentative, mais il a son problème. Parce qu'au fond, quand on dit la pierre, il ne s'agit pas d'une pierre placée quelque part que l'on ressort. Il y a tout un ensemble de rituels que l'on fait, on consulte les oracles, s'il y a des problèmes, il y a des sacrifices qui sont faits d'abord avant de sortir le message qui convient pour l'année. Oui. Donc, ce n'est pas une seule personne ne peut pas aller et puis convoquer. Il y a plusieurs bokonos qui sont là et qui font la consultation avant de déterminer les augures de l'année. Donc, comment ça s'est passé cette 2e pierre, je ne saurais le dire, mais il est clair que la première pierre qui a été prise avec le consentement de ceux qui sont chargés donc de faire ce travail-là sous la houlette des chefs de communauté et des rois gains. Oui, monsieur le professeur, donc je voudrais revenir un peu à l'historique que vous avez fait jusqu'à la mise en place de ce comité d'organisation qui est dirigé par madame la députée Henriette Amedjogui. Est-ce qu'au cours de cette réunion, est-ce qu'il y a eu l'expression de mécontentement par rapport à son imposition par le président de la délégation spéciale, et est-ce qu'elle-même elle est habilitée même à parler au nom des gens pour essayer de régler un tant soit peu les problèmes qu'il y avait? En quoi elle est habilitée? Quand on était donc à cette réunion, préparée à l'avance, ils ont présenté donc un responsable en la personne de Elliot Ouhin, je crois, et on dit, elle est chargée donc de régler les contentieux entre les rois, donc notamment le roi de Gliji, le roi Lawson et le roi Nana Ané, et de prendre contact avec ces différentes personnes pour qu'enfin ils s'entendent. Évidemment, il y a un autre conflit en sourdine parce que les Fanti ou Adjigo aujourd'hui disent nous allons prendre notre autonomie, nous allons donc montrer davantage que nous avons une identité particulière qui n'est pas une identité du pays gain. Mais il est clair que cette fête, c'est une fête gain. Donc, chacun est libre d'affirmer son identité et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais cela ne donne pas droit à perturber la fête qui est reconnue, qui est nationale. Donc, sa mission, c'était de réconcilier les chefs. Et on a dit, président d'organisation, moi, le petit groupe qui est parti pour venir faire la proposition, on a fait de moi le président de la commission culturelle. Et je leur posais la question, mais est-ce que la culture est différente des us et coutumes? Je pense bien que les choses doivent se faire dans les normes. Et je me rappelle bien que le jour-là, tout ce que nous disions était diffusé directement donc sur la radio LCF. La radio RTDF. Donc je crois que les gens qui ont écouté peuvent témoigner. C'était une réunion qui ne s'est pas bien passée dans les normes. Ça veut dire que c'est quelque chose d'organisé. Plus tard, on dit qu'on va nous rappeler. Mais j'ai eu un message nous convoquant à une 2e réunion, mais rapidement, un autre message est arrivé pour dire non, cette réunion n'aura pas lieu. Donc elle est reportée sine die. On n'a jamais pu se revoir et voilà, on se met à parler en notre nom. Bon, maintenant, une autre question. Finalement, qui a mandaté Mme Amedjogui? Parce que... Et c'est le groupuscule présidé par le président qui est donc le
le président de la délégation spéciale, c'est lui. Mais aujourd'hui, donc, à travers ce qui s'est passé hier, on voit que les chefs, les rois d'Anekro, leur autorité a été bafouée. Puisque Nimantier n'est que simple nom, et en principe, le roi Folie Bébé, tout ça sont au-dessus de lui, mais bien qu'étant sanctionné, excommunié, mais les forces de l'ordre l'ont protégé pour aller prendre la pierre. Oui, c'est là justement le vrai problème de notre pays. Je crois qu'il faudrait que nous respections nous-mêmes nos textes. Parce que constitutionnellement, il est dit que les chefs et rois sont gardiens des us et coutumes. Et d'ailleurs, il y a une loi qui règle la chefferie traditionnelle et qui leur reconnaît donc cette mission. Donc je crois qu'il est temps que le pouvoir s'en tienne à ces textes et qu'il les respecte. Alors, quelle solution de sortie de crise aujourd'hui? Parce que tout ça dure depuis 5 ans au moins chaque année. Non, il y a plus de 5 ans. Mais quand même, ça ne va pas continuer jusqu'à éternellement. Vous marquez un arrêt là. Et c'est ce que nous avons voulu faire. Donc la constitution que nous avions arrêtée, qui est signée par les chefs donc, des clans et les Rounons eux-mêmes, donc il faudrait donc que ce texte soit respecté par tous. Et encore, pour que ça soit respecté, le pouvoir politique doit donner force de loi à ce texte, étant donné que eux-mêmes, par rapport à la Constitution et la loi réglementant donc la chefferie traditionnelle, donnent les prérogatives aux chefs et rois de gérer les problèmes coutumiers. Donc, je crois que c'est une plaie dans notre pays. Les fêtes traditionnelles sont des fêtes identitaires. Il faut permettre aux identités, aux chefs donc, des clans donc, de s'exprimer et d'arrêter donc de politiser et d'instrumentaliser ces fêtes aux fins électorales et à bien d'autres intérêts. Mais pourquoi c'est à Nero seulement qu'il y a problème? Il n'y a pas le problème au niveau des évêques qui vont encore fêter à Gogozan samedi prochain. On n'a jamais eu ce genre de problème. Oh, vous savez, ce n'est pas pareil. Gogozan est né quand? Gogozan est né en 56. Et là, on ne peut pas dire qu'ils peuvent avoir les mêmes problèmes chez nous, mais ils en ont. Ils en ont parce que finalement, ils ont fini par trouver un consensus. Et d'ailleurs, leur problème est clair. Tout le monde reconnaît que Notien, c'est le centre donc, de dispersion des évêques. Dans ce cadre, ils font allégeance donc, au roi des évêques, qui se trouve être pendant un bon moment le président donc, de l'association Veto. Et l'association Veto regroupe tous les chefs et donc il y a une entente. Mais néanmoins, un peu partout, je crois qu'il y a des conflits. Et ces conflits, c'est la colonisation qui les a instaurés. Mais aux Évala, tout se passe normalement. Oh, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Je crois qu'il y a lieu de regarder de près pour voir si là-bas aussi il n'y a pas des enjeux, des problèmes d'intérêt. Parce que là aussi, le financement qui arrive, comment ça s'organise, on n'a pas toujours les comptes. Toutes ces fêtes doivent aujourd'hui être reconnues comme des fêtes communautaires. Et quand une fête communautaire doit être organisée, il faudrait que ce soit la communauté. Et là aussi, c'est un appel pour que la décentralisation soit faite réellement et que les communautés se prennent en charge à travers leur organisation politique, administrative, mais aussi culturelle. Oui, pour vous qui êtes si près de la chose, à quel montant ou bien à quel niveau pouvez-vous estimer le flux financier Alors, je ne peux pas vous dire, mais je sais quand même qu'il y a un groupe qui va donc voir les autorités politiques et administratives qui financent les apatam et autres. Je ne peux pas vous dire, mais combien ils prennent, le compte n'a jamais été officiel. Donc, dans un cadre décentralisé, vous voyez, la commune ou la préfecture peut prendre en charge une telle fête avec les communautés. Et à partir de là, on sait d'où vient l'argent, si c'est des sponsors et autres, comment cet argent est géré, et à la fin, qu'il y ait un compte. Et s'il y a des revenus en plus, que ça soit placé pour que la communauté puisse l'utiliser à bon fin. Parce que quand on parle de décentralisation, ce n'est pas un mot. Ça permet une meilleure gestion et que tout le monde comprenne ce qui se fait en toute transparence. Et là, on sait qui est qui fait quoi. Alors, professeur, si vous permettez, on va aller au Gabon. On va parler de la politique là-bas, ce qui s'est passé le mercredi au Gabon, ça nous intéresse aussi. Vous avez vu le Gabon, les Gabonais voté samedi dernier, et finalement, au bout de 4 jours, les élections sont tombées. Ali Bongo a été déclaré vainqueur, du coup, l'opposition a contesté violemment cette victoire, disant qu'on l'a volée, parce que quelques jours auparavant, le candidat de l'opposition, Jean Ping, s'est autoproclamé président, qu'il a vaincu, qu'il a gagné. Mais au finish, on a vu que ça chauffe depuis 3 jours, ou bien depuis 2 jours au Gabon. Vous suivez ça? Quelle création de suscite en vous? Mais je trouve que c'est une fois de plus une des plaies de notre continent. Vous savez, quand Obama était arrivé à Accra, il disait aux chefs d'État africains, enfin, comptez bien les votes donc, des citoyens
africains. Malheureusement, on n'y est pas encore. Il ne faut pas seulement penser que c'est le Gabon, c'est tous nos pays, y compris le nôtre, où les décomptes ne sont jamais bien clairs. On attribue des résultats fantaisistes aux uns aux autres parce que les faucons qui ont le pouvoir veulent garder. Nous avons toujours une lutte importante. La démocratie n'est pas encore chose faite chez nous. Dans nos traditions, il y a des façons de désigner. Et ces façons de désigner, je ne sais pas si c'est à cela qu'on revient, mais il est clair que nous n'avons pas encore de démocratie dans tous nos pays, ce qui explique que les élections ne sont jamais des élections libres et équitables. Ceux qui sont au pouvoir utilisent les moyens d'État, et quand on doit décompter, on décompte et que ça ne va pas à l'avantage, on triture les données. Et ça, c'est ce qui s'est passé au Gabon. Et on s'attendait plus ou moins à cela. Mais c'est si flagrant que, bon, évidemment, aujourd'hui, c'est vrai, je vous entendais tout à l'heure quand vous parlez donc de la réaction de la France. Cette réaction, on aurait pu avoir cette réaction chez nous au Togo ici, mais on ne représente pas grand-chose. Nous n'avons pas de pétrole. Oui, malheureusement, c'est ça. Et ce qui fait que, bon, la France a réagi, le Parti Socialiste a réagi clairement. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a des avancées, mais si ces avancées dans la géopolitique doivent être liées seulement aux intérêts de ceux qui nous dominent hier, ça pose problème. Mais nous devons nous-mêmes, en tant qu'Africains, comprendre et enfin nous prendre en charge pour ne plus attendre que les décisions viennent d'ailleurs. Mais dans les pays anglophones, tout se passe bien. On a vu les élections du Nigeria. Non, vous n'allez pas dire que tout se passe bien. Mais c'est mille fois mieux que dans les pays francophones. Oui, on a voté l'année passée au Nigeria. Mais le président sortant même a reconnu sa défaite, Goodluck Jonathan, et a félicité. C'est passé très vite. C'est du nouveau. Eux, ils ont une avance sur nous. Là aussi, vous me faites aller dans l'histoire. L'indirect rule a fait que les Anglais, les sujets anglais d'hier comprennent mieux le droit que nous, francophones, où nous avions eu des gouverneurs qui sont des rois ancêtres qui sont là, et le pouvoir central dont on a arrêté. Donc nos présidents continuent donc de l'exercer de telle manière que ce ne sont pas des présidents donc de république, c'est plus des rois qui s'imposent. Et quand on voit même leur forme d'organisation, leur cours, on comprend bien. Quand ils sont là, ils sont entourés donc de courtisans qui viennent, ceci, cela, et qui ne veulent pas partir parce qu'il y a des intérêts qu'ils ont tout autour de la présidence. Et par conséquent, si autant la présidence dure, mieux ça vaut pour eux parce qu'ils ont suffisamment donc d'avantages. Voilà la grande question. Comment faire pour avoir une réelle république, la chose publique, pour que le chef d'État ne soit pas seulement des rois, mais des représentants d'un peuple qui les aurait élus et au moment venu, ils soient comptables. Parce que vous dites, dans beaucoup de nos pays, nos chefs d'État sont des rois, ils ne sont pas comptables devant le peuple ni devant l'Assemblée. On a un système, un régime où les premiers ministres n'ont pas réellement de pouvoir, mais c'est eux qui vont défendre donc la politique du gouvernement à l'Assemblée. Et quand il y a un problème, on peut les dégommer sans problème, mais le président, lui, c'est lui qui incarne réellement la politique, il est toujours là. Oui, monsieur le professeur, avec la sortie médiatique de Jean-Marc Ayrault, disons de la France, qui a pris une position, qui a réclamé qu'il serait bon ou bien judicieux qu'on fasse les décomptes des voix bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que, en tant qu'historien et analyste politique, est-ce qu'on peut entrevoir une autre action de la France au-delà de ces sorties, disons, momentanées? Qu'on le veuille ou non, nos États, quand bien même on est encore inféodé aux anciens maîtres, nous avons quand même une marge que nous utilisons. Ce qui veut dire que la France ne peut que se contenter donc de parler, ou bien donc de prendre des mesures, mais ces mesures ne bloquent pas l'avancée d'un pays. Donc c'est vrai, ils ont parlé, mais Bongo, fort donc de l'appui de son armée, peut continuer à faire tout en toute impunité. Et là, c'est la question de l'impunité. Est-ce que sur le plan international, on doit demander une force d'interposition? C'est surtout quand ça va très très mal qu'ils arrivent, même malheureusement, comme des pompiers où le feu est déjà bien avancé. Donc l'opinion internationale, on en parle beaucoup, mais l'opinion internationale n'agit pas réellement. Mais aujourd'hui, c'est suite à cette réaction de l'opinion internationale que les Gabonais sont toujours motivés, ils sont dans les rues. Parce que, visiblement, c'est vrai que la Commission internationale a pris position plus ou moins pour l'opposition. Mais paradoxalement, les Africains se taisent. L'Union africaine se met dans un silence vraiment incroyable.
les chefs d'Afrique ne disent rien. L'Union africaine. Mais c'est le syndicat des chefs d'État qui se soutiennent et qui veulent rester autant que possible, aussi longtemps au pouvoir. L'Union africaine a une commission dirigée par Zuma. Qui les met en place? Quand vous parlez donc de Zuma, tous les problèmes de Zuma là-bas, on aurait pu le destituer, mais rien n'a été fait. Donc il faudrait qu'on arrive réellement à des institutions fiables. Et ça passe d'abord par la conscience des citoyens que nous sommes, à être prêts à chaque fois à revendiquer nos droits. L'éducation qui est donnée dans le système anglophone, quand vous allez là, dans le système anglophone, tout de suite quand il y a un problème, vous entendez tout le monde parler de droits. Mais malheureusement, dans nos pays francophones, on est soumis, on ne parle pas de droits. Quand vous commencez par parler de droits, mais qu'est-ce qu'il a, lui, c'est toujours lui. Voilà le problème majeur. Donc, il y a un problème d'éducation, de changement de mentalité dans nos pays pour nous permettre réellement de jouer notre rôle de citoyen. On n'est pas citoyen. Le citoyen a un caractère juridique. Il a des droits, il a des devoirs. Mais les devoirs, il faut les exercer, il faut les réclamer, et les devoirs les faire. Mais on ne fait aucun des deux. Ok, professeur, si on s'en tient aux chiffres avancés par le ministère de l'Intérieur du Gabon, on va aller Bongo avec 49 quelques %. On voit clairement qu'il a eu la majorité du vote, mais il n'a pas eu la majorité du peuple. Est-ce que cela ne nous ramène pas encore au débat du scrutin en 2 tours? Eh bien, tout à fait. Vous savez, quand on fait les décomptes, là, il a 174 000 et quelques sur 600 000 électeurs, et c'est celui-là qui va gouverner. Vous voyez, ça pose un problème. Combien donc de citoyens l'ont élu, à supposer que ce chiffre est vrai? Si c'est 174 000 sur 600. Alors, vous voyez, et quand on fait tous les décomptes de la population donc, du Gabon, ça veut dire que... C'est une préfecture qu'il a élu. Il a rapporté dans 2 préfectures, oui, dans 2 provinces sur 8. Ça pose un problème. Donc, la question des 2 tours. Quand on adopte un système, il faut l'adopter entièrement. Il ne faut pas triturer. Dans toutes les vieilles démocraties, eh bien, ces élections à 2 tours, pour permettre à une coalition de se faire, que les gens puissent se rallier à un projet de société d'un groupe politique donné. Parce que quand on se rallie sur des bases d'une plateforme. Je suis d'accord, nous allons vous donner notre voix, mais quelle sera la plateforme de gouvernement? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est ça la base. Mais malheureusement, à un tour, c'est peut-être 20% donc de l'électorat qui vote, et là on va dire il est représentatif de tous les citoyens. Je crois que c'est faux. Donc les 2 tours dans un système démocratique sont indispensables. Donc on dit que oui, la victoire est consommée au Gabon. Eh bien, on risque d'y être parce que, comme ça se passe ici et ailleurs, on dit le chien aboie, la caravane passe. Comme nous avons les moyens, nous avons toutes les forces de notre côté, bien, on se maintient. L'opinion internationale dont vous parlez, pendant longtemps, ils vont bouger, mais ils vont se fatiguer et c'est clair que... On va nommer Ping Premier ministre et bon... Est-ce que l'opinion internationale existe même en réalité? Est-ce que ça existe? Au fond, oui, il y a une réalité d'opinion internationale que représentent les Nations Unies. Vous savez, moi j'ai toujours évoqué la question historique. Si le Togo a pu avoir son indépendance, c'est parce qu'à l'époque, les Nations Unies ont envoyé des observateurs clairvoyants et qui ont pu donc superviser les élections de 58, et le Togo finalement, contre toute attente, a choisi donc l'indépendance. Donc c'est possible que cette opinion internationale existe, qu'elle soit forgée, mais elle ne peut pas agir sans le soutien ou sans le travail donc des citoyens sur place. Donc il y a lieu que les citoyens soient mieux éduqués, qu'ils comprennent mieux les enjeux et qu'ils s'engagent réellement à revendiquer leurs droits. Alors, aujourd'hui, donc, on demande le recomptage de voix. Vous pensez qu'Ali Bongo va accepter qu'on fasse le recomptage de voix parce qu'il dit que la Constitution ne le prévoit pas. Et la Constitution ne défend pas ça non plus. Ouais. Donc, le silence de la loi permet donc l'interprétation. Donc, par conséquent, si on fait les décomptes, sans doute, celui qui peut perdre peut refuser que ça soit fait. Alors, comment comprenez-vous que les forces républicaines par hélicoptère aillent tirer sur le QG de à balles réelles? Quand on a une armée doit défendre l'intégrité du territoire et non retourner les armes que l'on achète avec nos impôts contre nous-mêmes. Faire la sécurité, ce n'est pas prendre des avions pour tirer. Ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire que nous sommes dans une gabégie. Une gabégie où Ali Bongo s'arroge tous les droits. Et tous ces droits-là, qui le lui donne?
il s'arroge donc de ses droits parce qu'il a de son côté la force. Donc la force dans une république doit appartenir au peuple. Donc même l'armée doit être cantonnée dans ses missions. Et ces missions, c'est la protection du territoire et non donc, le travail contre les citoyens. C'est dommage qu'on en est arrivé là-bas. Donc pour des choses comme ça, c'est une forme de forfaiture. Même s'il a gagné, s'il a pu autoriser ça, il ne doit plus continuer à diriger son pays. Et bizarrement, quand il n'a même pas présenté les condoléances à la population. Non, il est tout fier. Il dit, bon, d'accord, que les autres sont partis brûler l'Assemblée en partie, ils ne sont pas démocrates, mais ce qu'il a posé comme acte n'est pas non plus démocratique. Donc ça veut dire que lui-même, vous savez, toutes les contestations qu'il y avait eu avant les élections, préfigure déjà cette situation. D'abord, le doute sur sa nationalité et les questions de paternité. Même là, quand vous voyez un Bongo qui, tout le conflit même interne de leur famille montre très bien qu'il y a problème et qu'il n'a pas la légitimité pour pouvoir gouverner ce pays. Bon, on peut devenir citoyen d'un pays même si on est étranger. Mais ce qui est important, c'est de veiller à l'intérêt national et non à l'enrichissement personnel. Oui, professeur, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut faire une comparaison ou bien une corrélation entre la situation que vit aujourd'hui Jean-Pierre à celle vécue par Laurent Gbagbo? Mais tout à fait, nous sommes dans les mêmes contextes, des élections contestées et des puissances interviennent et finalement, donc on a deux présidents qui se proclament et on va voir de quel côté se penche la balance. Donc c'est la même situation. Cette situation, elle n'est pas nouvelle en Afrique, que ce soit au Niger, même au Ghana. N'oubliez pas, au Ghana, ça s'est passé. Et donc, il a fallu revoir les choses pour ne pas arriver à cette situation malencontreuse. Mais il est clair que... dit, du Carbel ici, je me rappelle bien. Oui, bien sûr. Donc, c'est inhérent donc, à la nature même du pouvoir chez nous. Je crois qu'il est temps qu'on comprenne que si on adopte le système démocratique, eh bien, qu'on l'adopte avec tout ce qui va avec. D'abord, si on est dans une bonne démocratie, on n'a pas besoin de CENI ou de Sénat pour faire les élections. L'administration, bien rodée, fait son travail normalement. France, par exemple. Or, il se trouve que nous avons des CENI politiques avec des représentants politiques qui défendent leur cause. Ils ne travaillent pas en tant que citoyens, mais ils travaillent en tant que partisans. Et là, ça pose problème. Donc, comment faire pour instaurer la vraie démocratie? C'est pourquoi je pense avec la CDPR qui disait avec le voisin Ninevi, démocratie, d'abord, et multipartisme après. Il faut qu'il y ait un État réellement démocratique. Et dans l'État démocratique, tous les citoyens ont des droits. Les associations ont des droits. Les journalistes ont des droits. Donc, mais aussi les devoirs. Les devoirs, bien sûr. Quand vous avez des droits, les droits vont avec les devoirs. Mais malheureusement, on impose les devoirs et on ne donne pas les droits. C'est ça qui est dommage, parce que ça va dans l'intérêt d'un groupuscule qui veut se maintenir contre vents et marées au pouvoir. Et vous comprenez cette volonté-là de rester, de ne jamais quitter? De s'accrocher. Eh bien, c'est inhérent à l'homme. L'homme qui a le pouvoir cherche toujours à s'accrocher. Mais quand il y a des règles... Mais il y a d'autres qui quittent aussi. Mais oui, ils sont rares. Ils sont rares. Mais ce qui les fait quitter, c'est la compréhension et l'acceptation donc des règles du jeu. Il faudrait que tout le monde accepte les règles du jeu. Il ne faut pas manipuler les règles du jeu. C'est l'assurance de ne pas être inquiété après le pouvoir. Non, il y a un Boli qui vit tranquillement, il n'est pas inquiété. Ouais. Quand nous sommes dans un système réellement démocratique, on n'a pas à avoir peur. Quand on gère bien son pays, il n'y aura pas forcément de règlement de compte. C'est parce qu'on gère mal qu'on a peur que demain, si on s'en va, eh bien, on peut être poursuivi. Donc celui qui gère bien, qui n'a pas donc, de problèmes majeurs, que ce soit des problèmes financiers ou bien des problèmes d'assassinat en sourdine ici et là, donc c'est eux qui ont peur donc, des règlements de compte. Professeur Gouakou, l'émission tire à sa fin. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin, je reviens encore sur le problème, il faudrait que nos peuples travaillent avec les dirigeants pour qu'on ait réellement un système démocratique dans nos pays. Comme ça, tous les droits seront respectés et les devoirs seront assumés. Merci, mesdames, messieurs, docteur de ce vendredi 2 septembre 2016 à Chavelsi. Nous remercions nos invités, professeur Michel Gouakou, il est sourien. Nous remercions également Credo Adjetete, il est le patron du journal Le Muséum.
Merci Credo. Merci Julien. Merci également à Sylvain Vijarakou, le patron ici des formations afriquereport.com. Mesdames, Messieurs, cette émission vous sera rediffusée à 22h30 sur LCF City FM et aussi sur le www.lcftogo.com. Portez-vous bien. Bon week-end à vous tous. Rendez-vous lundi pour le numéro 112 de Stock Talk.